s'appuyer pour capitaliser la victoire du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les relations sénégalo-marocaines à la lecture de la dernière CAN et ses soubresauts. Pour aborder ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 25 janvier 2026 Abdourahmane Gueïdé, historien, et Mohamedou Dia, philosophe et journaliste. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 25 janvier 2026, bienvenue à l'Air du Temps, qui reçoit donc Mohamedou Dia, philosophe et journaliste, Abdourahmane Gueïdé, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. La polémique se poursuit depuis lors, depuis la victoire des Lions, la Coupe d'Afrique des Nations. On avait ici beaucoup de plateaux, les gens parlaient de cette équipe nationale du Sénégal, les tableaux en France, des plateaux en France un peu. Peut-être que la France a un peu peur de rencontrer l'équipe nationale du Sénégal en Coupe du Monde. Beaucoup de choses se disent. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on voit un peu avec cette victoire que les Lions ont eue, sur quel levier peut-on s'appuyer aujourd'hui pour que cette équipe nationale, avec la Coupe d'Afrique qu'ils ont ramené, les 7 milliards de francs CFA qu'ils vont mettre dans la caisse de l'État, et comment s'appuyer sur ce levier pour faire progresser le pays. Abdourahmane, Mohamedou Dia. Bonjour d'abord à vous tous et à ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui nous regarderont plus tard. Voilà, vous savez, les polémiques, mieux vaut essayer de les éteindre que plutôt d'en rajouter. D'autant que le Sénégal et le Maroc sont deux pays frères et c'est une relation qui date depuis les Almoravides, donc depuis plus de 1000 ans. Le professeur Gueïdé, qui est historien, donc pourrait nous éclairer tout à l'heure sur cette affaire. En ce qui concerne l'actualité brûlante, Yuri, ce qui s'est passé à Rabat n'aurait dû jamais avoir lieu. Pour des raisons évidentes, c'était du football et rien d'autre que du football. Il y a eu des erreurs de part et d'autre. L'arbitrage a toujours bon dos, mais ce qui s'est passé, c'est quand même un choc de passion et d'ambition, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, notamment pour le Maroc, qui organisait, en général, les équipes qu'ils organisent. Comme la Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a, par exemple, la dernière fois, avait raté son début de tournant pratiquement, et qui s'est arrangé, je mets des guillemets, mais en tout cas qui s'est rebiffé, disons-le comme ça, pour gagner la Coupe. On peut rappeler en 1986 que le Sénégal avait battu l'Égypte lors du premier match d'ouverture. Et le Sénégal a fini par perdre cette coupe-là, que l'équipe battue, l'Égypte, a fini par gagner. Donc il y a des retournements de situation comme ça. Mais le football maintenant est devenu un véritable business international. J'ai regardé des chiffres, on parle d'un budget global mondial de plus de 400 milliards d'euros. Et de ce point de vue-là, donc, on a vu que la FIFA était bien présente au Maroc, la CAF, et en préparation non seulement de la Coupe du Monde de cette année, 2026, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais aussi de la Coupe du Monde de 2030, qui se passera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Donc, ouais, le décor est campé comme ça. Mais rien ne devait pousser Sénégalais et Marocains à se regarder en chien de faïence, à transformer une victoire une grande victoire pour le Sénégal. Mais ce n'est pas la fin du monde. Le Sénégal avait déjà gagné la Coupe. Donc c'est cette première victoire de Aliou Cissé et des Lions de l'époque, dont Sadio Mané d'ailleurs, qui a marqué le penalty final, pour ainsi dire. Donc il n'y avait pas de quoi, je ne sais pas, fouetter un chat, faire de ça presque une fin du monde. Mais non, c'était un match de football qui a été gagné par le Sénégal, après des péripéties sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Mais au-delà de la victoire, au-delà de la polémique qui a existé, le Sénégal a gagné la Coupe du Monde. On a vu une équipe nationale du Sénégal très bien organisée. Sur tous les compartiments, on a vu que les meilleurs ont été choisis pour faire le foot, et c'est des jeunes, accompagnés aussi d'anciens qui sont là. L'osmose a appris. L'équipe nationale est quelque part une sorte de leçon que les joueurs donnent aux politiciens dans la façon de gérer le pays. Si on prend l'équipe comme l'image d'un pays, la gestion d'un pays, c'est une bonne leçon de management, hein, Gueïdé? Merci d'abord de me permettre de me prononcer sur un sujet que je ne maîtrise pas réellement, qui est le football et le sport de manière générale.
mais je rassure ceux qui nous écoutent, puisque je suis aussi un individu qui suit la société. Donc je suis obligé d'être à l'intérieur du football pour mieux comprendre quel type de parallèle on peut établir entre ce qui se passe sur un terrain de football et ce qui peut se passer à l'intérieur de la société en tant que telle. Au-delà de la victoire, je crois que tout à l'heure, mon Mohamedou Dia, je rappelle que c'est mon cousin à plaisanterie, donc on peut même faire intervenir le cousinage à plaisanterie entre les Marocains et les Sénégalais. Ça aurait pu peut-être marcher. Bon, il a rappelé tout à l'heure l'histoire des Almoravides. J'en profite pour parler du professeur Ibrahima Thioub, historien, qui a envoyé sur sa page Facebook un petit texte extraordinaire qui résume un tout petit peu l'histoire des 10 siècles qui fondent les relations profondes qui existent entre le Maroc et le Sénégal. Il a rappelé que le mouvement des Almoravides était quand même parti coalisé avec Wardja Bindiaye, que tout le monde connaît, et qu'ils ont conquis l'Espagne ensemble. Et ils ont même fondé la ville de Marrakech en 1069. Donc je rappelle, c'est une petite histoire, un petit billet sur la page Facebook du professeur Ibrahima Thioub qui est accessible et que j'ai reproduit d'ailleurs sur ma page Facebook pour mieux faire comprendre qu'il y a une histoire profonde et longue qui est là, qui aurait pu agir. Mais en tant que chercheur, souvent, je me pose la question de savoir tout ce bagage historique en nous disparaît en une minute face à quelque chose d'autre. Et quelle est la mémoire justement que nous avons? Est-ce que la mémoire de ces 10 siècles d'histoire peut peser sur un événement du 21e siècle avec des enjeux que vous avez rappelés tout à l'heure? Tous ces milliards qui tournent autour du football et qui ont changé profondément l'image même du footballeur. Heureusement qu'à l'intérieur de ces footballeurs aussi existent des humanités qui permettent de faire comprendre que le football est humain. Puisque l'une des paroles les plus importantes de cette CAN a été prononcée par Sadio Mané. Justement, soyons des hommes. Oui, mais justement, je vais revenir justement. Faire de ça. Mais justement, je vais revenir sur ça. Soyons des hommes. Agissons comme des hommes. Agissons tel qu'il l'a démontré lui-même sur le terrain de football. En ramenant l'ensemble de l'équipe, le groupe. Il n'a pas agi individuellement, mais il a été une individualité à l'intérieur du groupe pour permettre au groupe justement d'être plus soudé et de revenir au point que le gardien de but a arrêté je ne sais pas comment ça s'appelle, une panenka qui a été transformée en don. Ce n'est pas un don, ce n'est pas du Néran qu'on a eu là-bas. C'est quelque chose que les gens ont combattu et on disait que l'autre là avait la main de Dieu. Comment il s'appelle? Maradona. La main de Dieu, c'était ce jour-là. La main de Dieu, ce n'est pas la main qui se lève, qui commet une faute, mais c'est le cadeau. Soyons des hommes. Allons-y. Donc, ce qui signifie que ce qui peut se passer sur un terrain de football, à l'intérieur d'une équipe, en avançant, un gardien de but, et tout ça, peut être transféré sur d'autres champs pour réorganiser ce champ et lui donner un esprit d'équipe et qui peut permettre à un peuple de fêter même à la veille, avant même que la coupe advienne, le peuple était en train de fêter déjà sa victoire. Donc c'est ce sentiment accompli qui doit permettre à chacun de se dire que le reflet du football peut aussi influer sur l'organisation interne que nous vivons. Oui. Justement, en termes d'image, en termes d'organisation, en termes de compétition, de détermination,
de victoires et de tout ce qui va autour de l'équipe nationale. Quand on voit comment elle est organisée, ce sont les meilleurs Sénégalais qu'on a pris un peu partout parce qu'ils sont meilleurs à leur poste. Sur les 28, c'est les meilleurs. Comment justement l'organisation politique d'un pays peut s'inspirer de ça? Oui, mais c'est très compliqué parce que la politique obéit à d'autres, disons, d'autres urgences. Dans la gestion d'un pays. Oui, dans la gestion d'un pays. Mais c'est simplement le culte de l'excellence et de la méritocratie et de la compétence. Prendre les gens qui sont les mieux armés, qui sont les plus compétents dans le domaine du football, ça tombe sous le sens parce que le terrain de football ne ment pas. Les meilleurs s'imposent de par le fait qu'ils sont les meilleurs. Si ce n'était pas ça, on ne verrait jamais des joueurs sénégalais et autres africains jouer dans les plus grands clubs en Europe et dans le monde entier. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord un problème sérieux en Europe partout, c'est le vieillissement de la population et aussi et surtout la baisse mais drastique de la natalité. La France vient de révéler de manière d'ailleurs ahurissante pour ceux qui ont écouté que pour la première fois en France, le nombre de naissances est inférieur au nombre de morts. Et on peut généraliser ça à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne et à toute l'Europe. C'est vraiment d'une société maintenant de, comment on appelle, de seniors. Voilà, c'est pire encore disons là-bas au Japon, et même la Chine est touchée. Et donc ça c'est général. Mais pour en revenir donc à l'aspect, non pas historique, mais l'aspect émotionnel, puisque tout ça a été déclenché par les émotions, par la passion. Alors en philosophie, le débat sur la passion est un débat sans fin. Et bon, Hegel qui dit, on peut rappeler un peu les choses comme ça, que rien de grand ne s'accomplit sans passion. Mais il s'agit d'une passion positive, d'une passion aiguillon, d'une passion qui est moteur et qui pousse à l'exploit. Ce que les Sénégalais ont eu en remportant cette deuxième coupe de manière extraordinaire. Mais beaucoup de choses ont été gâtées par les événements négatifs condamnables. Il y avait bel et bien penalty. Ça, c'est d'abord une première affirmation. Maintenant, le débat était de savoir si oui ou non le but refusé au Sénégalais était un but ou pas. Mais il appartenait à l'arbitre d'utiliser la technique du VAR. Tout simplement. Mais c'était un but. Oui, et là, il n'y aurait aucune discussion possible. Pourquoi il a refusé d'utiliser le VAR? Mais bon, le ou la VAR, d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Parce que les gens parlent un peu de mafia au niveau de la CAF. Mais on sait. Tout était préparé pour que le Maroc gagne la coupe. Voilà. Et moi-même, il y a même des images Infantino qui on a montré, où la veille des matchs, il recevait l'équipe marocaine, il a même donné un trophée à Kimi. Les gens disaient que vous allez gagner la coupe, les gens le disaient. Mais c'était ce que tout le monde pensait. Ouais. Mais c'est que les gens ont la mémoire courte. Le Brésil, en 2014, a organisé la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est vraiment le pays phare du football mondial. Il était impensable que le Brésil en arrive à ne pas gagner sa propre Coupe du Monde. Ils ont été humiliés par l'Allemagne qui les a battus en demi-finale 7-1. Les gens croyaient rêver. C'était impensable. Je ne disais pas que c'était vrai. C'était impensable. Dans le football, tout est possible. Tout est possible. Et l'équipe du Sénégal que nous avons aujourd'hui, mais est une équipe qui est complète sur tous les plans. Et justement, c'est une équipe de gens talentueux. Et Sadio Mané, il faut lui rendre un hommage particulier pour avoir su se retenir, parce que lui-même était sorti dans un premier temps, il est revenu et il a eu donc à écouter El Hadji Diouf. Il faut quand même aussi remercier El Hadji Diouf qui a conseillé Sadio Mané. De loin, on voyait Claude Leroy discuter. Bon, et Mamadou Niang, il a dit. Mamadou Niang, Claude Leroy, je crois qu'il a essayé de s'immiscer dans cette affaire et de tirer un peu les choses vers la couverture. Ok, dans tact, il a fait quelque chose. Mais moi, je pense que le plus grand acteur, c'est El Hadji Diouf, qui lui-même a vécu des moments extraordinaires avec l'équipe du Sénégal en 2002, et qui a joué un rôle fondamental. Et Sadio Mané a bien fait d'aller chercher les joueurs et de les ramener sur le terrain, parce que s'ils étaient restés là-bas, ils auraient été déclarés vaincus, et l'histoire serait arrêtée là. Et donc, les passions, il faut savoir les maîtriser. Pour les maîtriser, il faut des leaders qui, dans l'équipe et dans tous les groupes, prennent leurs responsabilités et amènent ce groupe à revenir à la raison. Voilà, en philosophie, le plus important, c'est la raison, et dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, les gens, après les passions, doivent revenir à la raison. C'était du football et rien d'autre. Et dans l'organisation de l'équipe nationale, le management, la façon dont elle a joué, s'est comportée, les joueurs dans l'équipe, l'osmose qu'on a vu, toutes les ethnies réunies dans l'équipe nationale du Sénégal, qui fait une synthèse du Sénégal aujourd'hui. Comment, justement, les politiciens qui gèrent ce pays-là
pourrait prendre un exemple sur l'équipe nationale du Sénégal pour manager le pays? Bon, vous soulevez là un problème qui peut être généralisé peut-être sur tous les continents. Hein. Aujourd'hui, si vous prenez l'équipe de France, il y a toutes les ethnies, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je crois que ceci ne constitue pas un problème. Ce qui constitue un problème, c'est comment capitaliser, et c'est ça, comment capitaliser l'ensemble des acquis qui apparaissent. C'est de ça que je veux qu'on parle. Et moi, j'ai l'habitude de dire généralement qu'on a souvent des lectures trop politiques de tous les événements que nous vivons. Allons-y maintenant vers des lectures plus sociales et plus productives, de plus-value. Justement, quelle lecture sociale, culturelle vous faites-vous de ça? On va y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des leçons importantes à tirer de ce qui s'est passé. Lesquelles? Si vous étiez la veille à l'intérieur de tous les quartiers, vous allez constater quelque chose, entendre d'abord toutes les voix ensemble, tout le monde parlait de la même voix, la même langue, en train de peindre les trottoirs de leur quartier. C'est vrai. Jusqu'à minuit, j'étais dans les quartiers pour voir comment justement ce sentiment-là naît à l'intérieur d'une société. Je ne le dis pas puisque tout le monde ne l'a pas fait, mais c'était ça mon objectif. J'y suis allé de quartier en quartier, j'entendais une autre langue qui n'est pas une langue spécifique. C'est quelque chose qui n'a pas de mesure. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi souvent je suis contre les débats de dire c'est tel type qui a fait ceci, c'est tel type. Non, allons-y vers le groupe. Comment chaque individu a apporté son grain de sel pour permettre de remettre le groupe en marche. On a dit tout à l'heure El Hadj Diouf, on a dit le Toubab, on a dit un autre, Mamadou Niang. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y a eu une écoute. L'individu qui est parti demander. C'est ça qui est important. C'est lui qui est parti demander, puisqu'il était partagé. Mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il a réussi à ramener une même fibre. Et moi, j'insiste sur ça. Comment se fait-il qu'à un moment donné, sans se rendre compte que tout un peuple sort en train de peindre ses rues, sans savoir que demain, je vais obtenir ma coupe? Quelle est cette fibre-là? Est-ce qu'elle peut être capitalisée, extraite et utilisée à tout moment? Si, par exemple, on voulait nettoyer toute la ville, mais est-ce que cette fibre-là, qui apparaît à la veille du football, peut réapparaître comme si quelque chose... Ce n'est pas un instinct. Je parle de quelque chose qui est un peu compliqué. Voyez-vous, la coupe, ce n'est pas chaque Sénégalais qui a eu un petit morceau de la coupe. Il est venu en entier. Mais c'est elle qui attire, mais pourtant chaque Sénégalais est représentatif de lui-même à l'intérieur de la coupe. Ce n'est pas 18 millions de morceaux de la coupe qui ont été dispersés dans le pays pour réveiller ce sentiment. C'est quelque chose qui a... Je ne sais pas. Et c'est ça qu'on doit essayer de voir. Quelle est cette chose qui doit être permanente et qui, dans la passion positive, c'est une passion positive, dans la passion positive, crée cet engouement au point que tout le monde se rencontre vers quelque chose et s'applique à le faire en tant qu'homme et le réaliser en tant qu'homme pour l'ensemble. Ouais. Pas pour un individu. On a connu ce genre de mouvement quand le Sénégal a gagné pour la première fois sa Coupe d'Afrique des Nations, les rues de Dakar, l'opposition de pouvoir était au palais, avec le président Macky Sall, idem ils l'ont fait avec le président Diomaye, mais après, on en fait quoi? C'est ça le sujet. Bon, mais et puis indépendamment même du football, hein, il y a eu à un moment donné le 7-7 qui avait envahi tout le pays et tout le monde s'y mettait. Donc mobiliser le peuple sénégalais est possible, et surtout les jeunes.
Mais une mobilisation, disons, féconde, s'appuie sur l'éducation. Parce que ces jeunes-là, les mêmes qui ont célébré ensemble, qui ont agi ensemble et qui étaient en osmose, mais ces mêmes jeunes-là, quelques jours plus tard, certains d'entre eux en tout cas, ont dénoncé le fait que les primes ont atteint 75 millions et finalement d'ailleurs 136 millions, etc. Mais qu'est-ce que 75 millions? Je regrette de dire ça comme ça, ou 136 millions pour ces joueurs internationaux, pour eux c'est 100 000 euros, c'est quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose. C'est symbolique. Mais vu l'état actuel du pays et sur le plan donc disons de la vie de chacun, la situation est très complexe, très difficile. Des étudiants qui n'ont pas reçu leur bourse, qui ont attendu beaucoup de temps pour l'avoir, d'autres qui n'ont pas été payés, etc. Dans ce contexte-là, l'euphorie de la victoire, immédiatement, s'est transformée, en tout cas dans certains réseaux sociaux, en critique des primes. Mais ces primes, d'ailleurs, ces joueurs l'ont gagné eux-mêmes. L'État, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé lui-même de participer, mais eux-mêmes, ils ont gagné de l'argent avec la CAF et plus tard d'ailleurs avec la FIFA, puisqu'ils vont aller en Coupe du Monde, Inch'Allah. Et ils ont amené 7 milliards dans la caisse. Et ils ont amené plusieurs milliards dans les caisses de l'État. Et sans compter, ça je voulais en parler mais un peu plus tard, mais l'engouement depuis 2002 pour le Sénégal, la création d'écoles de football un peu partout, Djambar, Génération Foot, Sacré-Cœur, etc. Et ça va aller de plus en plus donc crescendo, puisque dans le monde entier, les gens savent que le Sénégal est une pépinière de joueurs de talent. Oui, mais vous avez touché un mot fondamental tout à l'heure, c'est l'éducation, on en avait parlé. Exactement. Le civisme. Comment justement le football peut servir d'éducation, de civisme à ce pays? Mais en commençant par l'éducation à l'école primaire. Je crois que c'est cette éducation-là qui est en train malheureusement de chavirer. Et si on regarde dans la rue, beaucoup de jeunes qui vendent dans la rue, etc., on voit que ces jeunes-là ne sont même pas intéressés à une formation. Ils ne veulent ni étudier, encore moins avoir une formation. Et à leur âge. Et donc, où va l'école sénégalaise? Quel est l'avenir de ce peuple-là où une majorité de jeunes est en marge du circuit éducatif? Et ça, c'est une... du temps de Senghor, il y avait l'élitisme à outrance. Et nous payons aujourd'hui ce type de politique. C'était une bonne politique, puisque ça a permis de remplacer les assistances techniques, etc., qui étaient là, qu'il fallait remplacer. Et il fallait des Sénégalais qualifiés dans les domaines les plus pointus pour cela. Mais on n'a pas préparé cette évolution démographique, qui est le contraire de ce qui se passe en Europe et dans d'autres pays. Nous, notre problème, c'est un boom démographique qui est là et qui pose problème. Il faut que nous trouvions une solution pour ça. Oui, mais comment justement renforcer le sentiment d'éducation, de civisme à travers le football comme un exemple? On a vu Sadio Mané, il est parti de rien. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais Sadio Mané parle très bien anglais aujourd'hui, parle très bien français, a appris aussi au côté du foot. Il s'est auto-éduqué entre guillemets, ou bien ça l'a permis d'être au diapason aujourd'hui du monde. Comment justement cette jeunesse-là, l'apprendre, l'aider à puisse être formée à travers les écoles de football pour qu'elle soit mieux éduquée, mieux du point de vue civique? On a vu en France récemment Macron dire qu'ils vont prendre 50 000 jeunes Français, qu'ils vont réactiver le service civique national. Après avoir éliminé... Voilà. Aujourd'hui, quelle leçon on peut tirer? À quoi peut servir ce football-là au Sénégal? Vous avez parlé tout à l'heure d'auto-éducation. Je pense que c'est ça qu'il faut d'ailleurs retenir chez Mané. Ce n'est pas puisqu'il parle anglais maintenant ou français. C'est qu'il avait déjà quelque chose à la base. Et j'ai vu passer il y a quelques jours une vidéo, je ne sais pas si c'est lui, parce que j'évite de regarder les vidéos, parce que l'intelligence artificielle nous fatigue, dans laquelle il dit quelque chose d'extrêmement important. Si tu as un projet, il faut y croire, et s'y mettre, et ne pas écouter ceux qui te disent que tu ne peux pas y arriver. Donc, ce qui signifie que les exemples qui sont à l'intérieur de l'équipe de football peuvent servir d'exemple. Moi, j'évite qu'on le modélise. Il ne faut pas qu'il soit un modèle, parce qu'un modèle, on le trafique généralement. Mais si on le prend en tant qu'exemple, puisque dans ses métamorphoses lui-même, parce que vous avez dit qu'il parle maintenant français, donc il s'est métamorphosé. Un exemple qui permet aux jeunes de comprendre qu'à partir de leur propre projet de vie, ils peuvent atteindre leur but.
Et j'ai même écrit cette phrase, j'ai dit si chaque village avait son Sadio Mané, nous serions dans des gox yu bees. Puisque si on part de son exemple, il a, dans son éducation de base, et dans ce qu'il a appris entre-temps, il a pu réaliser des choses et comprendre qu'il est obligé, dans l'obligation de participer à un effort, qui est un effort national. Il a transformé Bambali. C'est ça que nous souhaitons. Vous avez parlé tout à l'heure de jeunes qui sont dans la rue. Mais si on prend l'exemple de tous les autres footballeurs, le plus jeune d'entre eux, qui viennent d'entrer dans le cercle des grands, peut permettre, eux-mêmes les jeunes qui suivent aujourd'hui, suivent comment un individu évolue et va vers son but. Comment donc nous, nos enfants, peuvent-ils prendre exemple directement de visu de la fabrication de nos individus? Parce que Sadio Mané, il y a plus de 10 ans, on est en train de le suivre. Il y a des jeunes qui ont grandi, qui ont le même âge que lui, et qui savent quel cheminement il a fait. Mais est-ce que nous avons capitalisé les qualités et les vertus en cet homme pour les transmettre aux jeunes qui vont arriver? Ça demande ça, un encadrement, une organisation. On a vu par exemple le Brésil, combien le football brésilien rapporte en termes de milliards au Brésil. Le football brésilien coûte des milliards, ils investissent dans le pays. Et aujourd'hui, quand on parle du Brésil, c'est moins le pays, c'est le football qui est mis en avant pour montrer comment le Sénégal aujourd'hui peut, avec son football, mais amener de l'argent au pays. Mais c'est tellement vrai que le Sénégal, c'est connu, c'est une pépite maintenant, c'est mondialement connu, en tout cas sur ou dans la planète football. Mais il faut une organisation derrière tout ça. Justement, un travail donc fait. Ces nouvelles écoles et académies de formation de joueurs, Djambar, Sacré-Cœur, Génération Foot, etc. Mais c'est à Dakar, Oui. Dans les régions, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, à Bakel, il n'y a pas de football. À Matam, il n'y en a pas. Toubab Diallo, c'est Dakar. À Toubab Diallo, je sais, il y a le centre Bokandé. On perd tous les jours. C'est l'État qui doit l'organiser. À Wodobere, à Fongolembi, à Saraya. À Matam et ailleurs. Mais à l'État de l'organiser ou bien aux collectivités locales aussi. Mais en fait, le Sénégal doit se mettre à l'heure du football business. Il faut dire les choses brutalement, et c'est comme ça. Parce que ça peut rapporter beaucoup. Les Brésiliens ont à peu près 3000 joueurs à l'international. Et qui rapportent des sommes extraordinaires. Mais eux, ils ont des écoles de talent, qui fabriquent des talents comme on fabrique des miches de pain. Mais le Sénégal peut le faire aussi, non seulement avec le football qu'on a vécu l'autre jour, la finale là, mais aussi le beach soccer, qui donne des satisfactions extraordinaires au Sénégal. Oui. Et l'équipe de beach soccer fait partie des sommités mondiales dans ce domaine. Mais aussi, moi je pense que le football féminin, si on le développe au Sénégal aussi, ça peut rapporter et ça peut ouvrir des perspectives, puisque maintenant il y a des championnats féminins partout dans le monde, en France, aux États-Unis et ailleurs. D'ailleurs, les Américains sont plus forts en football féminin qu'en football masculin. Et ça va aller crescendo, parce qu'il y a des gens qui militent pour ça, et qui militent d'ailleurs pour l'égalité des salaires dans ce domaine précis. Ensuite, à partir des écoles de football, des académies et autres, mais il faut que tout le reste suive. Oui. Qu'on forme des arbitres. C'est un business aussi, de former de vrais arbitres. Des stadiers. Des stadiers. Voilà, des stadiers, des arbitres. Ensuite, toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, disons par exemple des agents de joueurs. Pourquoi les agents de joueurs doivent être des Européens ou des Occidentaux, etc. Des Sénégalais qui ont fait du droit, par exemple, en coopération avec les universités ici, aussi bien publiques que privées, pour former des agents de joueurs qui connaissent le droit du football et qui peuvent aider nos joueurs qui sont souvent exploités d'ailleurs. Cette génération, peut-être moins que la première. La première, on a vu beaucoup ils ont été arnaqués. Ils ont été arnaqués, ils n'ont plus rien. Et malheureusement, dans le football, vous avez une carrière de 10 ans, vous avez fait des économies, vous les investissez mal. Le monde de l'économie est cruel, c'est un monde du business, c'est un monde sans pitié. Si vous faites un mauvais investissement, vous perdez votre argent et vous ne pouvez plus le rattraper, puisque vous ne pouvez plus avoir votre jeunesse de 20 ans pour reprendre. Donc, voilà. Et donc, il y a tout ça plutôt que l'État du Sénégal, le ministère de la Jeunesse et des Sports et tous les autres ministères concernés, mais doit réfléchir à ça, commander, à mon avis, des études sociologiques et essayer de diversifier cela, la pratique
dans l'ensemble des régions. Le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Il y a l'ensemble des régions. Et Sadio Mané, par exemple, et l'exemple type, il vient de Bambali, il ne vient pas de Dakar, il ne vient pas de la banlieue de Dakar. Donc, il y a des talents qu'on peut perdre comme ça si on ne leur tend pas, on ne tend pas la main pour les aider. D'abord, sur le plan de l'éducation, parce que à la fin des fins, c'est l'éducation. Et on ne peut pas sauter par-dessus cela. Et malheureusement, l'éducation aujourd'hui au Sénégal, bat de l'aile. Et c'est très malheureux parce que nous étions aussi des champions dans le domaine de l'éducation. Nous avions des écoles d'élite, mais l'élitisme ne suffit pas. Il faut que la masse aussi soit au moins... tous les jeunes apprennent à lire, écrire et compter. Ce qui n'est pas le cas même en France. Il y a beaucoup d'illettrés en France. Donc nous avons du chemin à faire pour qu'ils soient lettrés, pour qu'ils soient alphabétisés. Ça peut être aussi bien en français qu'en langue nationale, mais aussi en arabe. Et de tous les atouts dont nous disposons, toutes les langues que nous maîtrisons, et pour que l'éducation soit la priorité des priorités. Parce que ce qui s'est passé là, c'est aussi lié, en fait, si on revient à la philosophie, un manque d'esprit critique. Le Sénégal et le Maroc sont des pays frères, ce n'est pas des mots en l'air. C'est de la réalité. Quand on a eu en 1989 je ne sais même pas comment qualifier ça, ce qui s'est passé entre la Mauritanie et le Sénégal, le roi Hassan II a eu à dire que le Sénégal, les Sénégalais sont nos frères. Il ne l'a pas dit de l'autre côté. Et c'est lui, le roi Hassan II, qui est venu ici au Sénégal, qui nous a offert la grande mosquée de Dakar et qu'il a inaugurée, donc si mes souvenirs sont bien notés ici, le 27 mars 1964. Donc ça, si nous sommes 95% de musulmans dans ce pays-là, ça compte. Il y a aussi la Tidjani avec Fès. Et la Tidjani avec Fès. Même si Cheikh Ahmed Tidjani est né à Aïnoumadi en Algérie, mais il est venu s'installer à Fès, n'est-ce pas? Et les jeunes doivent comprendre cela. Ils doivent savoir que nos relations avec le Maroc dépassent le cadre du football. Il y a 3000 jeunes, d'après les chiffres que j'ai, étudiants qui sont au Maroc, qui étudient là. Et 1500 Marocains ici au Sénégal. Et notamment à la faculté de médecine. Beaucoup de médecins marocains ont été formés ici. Et nous, nos pilotes... Et beaucoup de mariages mixtes aussi. Voilà, et beaucoup de mariages mixtes. Et nos pilotes sont formés, beaucoup d'entre eux sont formés au Maroc. Donc ces relations-là sont des relations d'une solidité absolue qu'un match de football ne peut pas entacher, ne peut pas détruire. Et d'autant que le roi du Maroc a sorti un communiqué, le Moufti de Fès aussi, pour appeler à l'apaisement. Et on nous dit que le Premier ministre Sonko va se rendre au Maroc pour la commission mixte, mais c'est une excellente occasion aussi pour plaider dans le même sens. L'apaisement. Justement, comment gérer ces relations entre le Sénégal et le Maroc? La Tidjania lie beaucoup de pays. Il y a vous l'avez dit tout tantôt, depuis les Almoravides, depuis aussi le Walindia, dont vous l'avez dit, qui a été Walindiabi, qui a mis en place Marrakech comme étant une ville, les conquêtes, jusqu'à Cordoue, l'islam. Oui. Bon, vous voyez, je vais revenir à une image toute simple. Ici, au Sénégal, vous pouvez marcher dans la rue Mohamed V. Vous pouvez marcher et parader dans l'avenue Hassan II, qui était avenue Albert Sarraut. C'est ça. Et vous avez le point de débarquement de Soumbédioune. Donc c'est au Tefes. C'est-à-dire le Maroc a eu des portions dans le Pinch et a une petite portion dans le Tefes. C'est ça. Donc il est profondément au Sénégal. Absolument. Il est visible partout. Et il se trouve même que la résidence de l'ambassadeur est sur la rue Frobenius, qui va chez Léopold Sédar Senghor. Et l'ambassade est sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Absolument. Mais ils sont là. Ils sont là. Je vais vous dire, je suis allé la première fois, toutes les fois que je suis parti au Maroc pour une conférence, c'est sur la relation à l'autre. Ma première fois, c'était à Marrakech. J'ai publié un texte sur cela. Et c'était l'Institut d'études africaines qui nous étudiait, nous, au Maroc. Et nous n'avons pas la même chose ici. Et j'ai un texte publié il y a quelques années, traduit en arabe, que je n'ai jamais publié en français, sur les relations entre le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara, où je m'appuie profondément sur les relations entre le Sénégal et le Maroc. Mais c'est en arabe. C'est accessible en arabe. J'ai
présenté un texte en 2014 au festival de Saïra sur la créolité maghrébine, sur la base d'une étude que j'ai faite sur le caractère créole des Maroc. Parce que les Marocains sont quand même trop proches de nous. Absolument. Sur tous les plans. Et puis, j'ai oublié l'autre élément, après les rues et le Tefes. Mais nous sommes toujours à Fès. Absolument. Et si on dit Tivaouane, on pense à Fès. Et donc, il y a ce capital mémoriel. Moi, c'est ça, en tant qu'historien, qui me fatigue souvent. Comment se fait-il que sous tout ce bagage mémoriel peut disparaître par les passions? Mais il faut qu'on soit dans un autre contexte. Parce que si je me mets dans le contexte actuel, avec tout l'industrialisation du football, c'est une industrie maintenant. Absolument. Donc l'industrialisation du football fait son histoire par rapport à cette mémoire-là. Donc l'histoire de cette industrialisation domine la mémoire constructive qui est derrière toute cette histoire longue que nous avons eue. Mais c'est ça qui pose problème. Maintenant, il faut se battre. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que toutes les régions aient leur centre de football. Ce qui, je pense, est dans un processus depuis très longtemps. Et la politique de territorialisation peut certainement prendre en charge les éléments qui peuvent permettre au football de devenir quelque chose, un exitoire pour cette jeunesse déscolarisée qui va être réscolarisée et rééduquée à travers la pratique sportive et à travers le football, bien entendu, en vue aussi de... Vous avez fait tout à l'heure le lapsus, tout à l'heure, Alassane Samba Diop dit que le Sénégal a pris la Coupe du Monde. Donc, en vue, justement, et d'ailleurs, le professeur Ibrahima Tchoup conclut son petit texte par « Je vous raconterai la victoire de Pathé Badiane quand nous aurons gagné la Coupe du Monde. » Oui, absolument. Ouais. Alors, ce qu'il dit là est très intéressant parce que... Mais la passion, si vous pouvez parler de la passion, c'est un problème de philosophie très complexe. La passion, maintenir les passions, les cadenasser, c'est presque une tâche impossible. Parce qu'ils surgissent à des moments où ceux qui devraient même appeler à l'apaisement sont peut-être ceux qui dirigent même les foules. Dans les foules, tout le monde devient un peu fou et les gens font des choses qu'ils regrettent après. La foule n'a pas de tête. Voilà, la foule n'a pas de tête et c'est extrêmement dangereux. Mais il faut transformer cette énergie juvénile, cette énergie en une énergie positive. L'éducation par le football. Ouais. Le football est une école de football, une école de retrouvailles. Ouais. Vous posez la question de savoir pourquoi Sadio Mané parle anglais. Mais parce qu'il a joué en Angleterre pendant des années et où il a côtoyé des gens venus de toutes les nationalités. Il était avec Mo Salah qui vient d'Égypte, avec d'autres. Il y a, je crois, celui qui est... qui assure la défense, qui vient de Hollande, etc. C'est une mondialisation du football et une mondialisation de joueurs professionnels. Parce que ce qu'ils font, eux, c'est leur métier. Et donc, ils n'ont pas le droit de sacrifier ce métier en se battant juste pendant une finale de coupe, quelle qu'elle soit. Parce qu'après cela, il y a la fraternité sportive. Mais le sport est une école de fraternité en elle-même. Et donc, on ne doit pas sacrifier tout parce que simplement, il y a trop de passion. Les gens voulaient... Justement, j'ai constaté comme vous, en sillonnant les rues de Dakar, à la veille de la finale, mais c'était comme si tous ces gosses étaient certains que le Sénégal allait gagner la coupe. Et ce qui était quand même... C'est ça qui est important. C'était très important, mais en même temps dangereux. Parce que vous pouvez être le favori. Et le Sénégal n'était d'ailleurs pas le favori. L'équipe qui est première au classement FIFA jusqu'à aujourd'hui, y compris après notre victoire, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui est le pays qui est allé jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde et qu'aucun autre pays africain l'a fait pour le moment. Maintenant, voilà le défi pour le Sénégal, pour la Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis. Il y a aussi des enjeux énormes derrière ça. L'enjeu est énorme. Et par exemple, le Maroc s'attendait, ils ont beaucoup investi dans les stades pour mettre en place des stades où même avec la pluie, les gens pouvaient continuer à jouer au foot. Il y a beaucoup d'argent, même s'ils ont aussi gagné beaucoup d'argent. Mais bien sûr. Ils étaient en train de tester ou quoi? Mais c'est parce qu'eux vont organiser la prochaine Coupe du Monde de 2030 avec les Espagnols et les Portugais. Donc ils ont beaucoup investi dans le football parce qu'ils ont le même problème que nous. Nous avons une jeunesse, j'allais dire pléthorique,
mais qu'il faut caser en mettant des guillemets. La Gen Z qui avait créé des problèmes là-bas au Maroc. C'est un sérieux problème. Il y avait un enjeu parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations au Maroc. En tout cas, je pense que l'équipe du Sénégal a inauguré justement, l'équipe du Sénégal a permis d'inaugurer les infrastructures qui étaient destinées à 2030. Donc nous sommes déjà dans la Coupe du Monde. Exactement. Et considérons que c'est nous qui avons inauguré. Le Sénégal se prépare à être candidat, je crois, à l'organisation d'une CAN. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été. Il y a aussi des enjeux derrière. Avant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait des manifestations au Maroc où des jeunes Marocains manifestaient parce qu'il y avait une femme qui avait été morte en couche. Et les jeunes sont sortis, ont dit qu'on a surinvesti dans le football. Et pour l'État marocain, c'était primordial de gagner cette coupe. Exactement. Pour éviter des manifestations sociales. Les enjeux étaient très importants pour le Maroc. Bon, mais on a vu très rapidement le leadership au plus haut niveau, le roi, Sa Majesté le roi, a calmé le jeu, pour ainsi dire, et a rappelé que c'était juste une coupe et que donc voilà, ça ne doit pas détruire des 1000 ans d'histoire commune entre le Sénégal et le Maroc. Et c'est impossible d'ailleurs que ça soit, parce qu'on a des liens de sang aussi. Il y a aussi des rôles aussi des réseaux sociaux. On a vu des pays peut-être qui ne sont pas amis au Maroc, on ne peut pas nommer, les nommer. Les gens créent des faux comptes en mettant des maillots marocains et essaient de mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi tout le monde doit être vigilant? Il faut une vigilance, et ce sont les leaders qui doivent amener ce mouvement de vigilance et ne pas tomber dans le gambarisme. Oui, nous Sénégalais, on est meilleurs que tout le monde, ce qui est faux. Nous ne sommes pas meilleurs que tout le monde. Nous avons des joueurs brillants et talentueux, oui, et nous devons tout faire pour en avoir encore davantage et gagner le plus grand nombre de coupes. Que le Sénégal qui gagne une première Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et maintenant une deuxième. Mais c'est une anomalie. Le Sénégal aurait dû gagner ces coupes-là depuis très longtemps. On avait des joueurs extraordinaires, mais qui sont passés à côté pour diverses raisons. En parlant des enjeux aussi, au-delà de la victoire, il y a aussi les sanctions que les gens attendent de la FIFA, les gens sont en train de créer un narratif autour de l'équipe nationale du Sénégal, en accusant faussement Pape Thiaw. Les gens du Sénégal doivent défendre Pape Thiaw. Pape Thiaw a défendu aujourd'hui l'honneur du Sénégal. Bon, sur ce plan, je vais être très prudent puisque je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à l'intérieur. Mais je crois que tout celui qui est attaqué doit se défendre. Et ce n'est pas puisque la finale est allée de cette manière-là que les autorités de la FIFA ou de la CAN prennent des décisions qui ne sont pas du tout fondées. Si elles ne sont pas fondées, il faut que les gens réagissent à juste titre. Et là, je vais il ne faut pas attendre qu'ils prennent les sanctions. Il faut déjà réagir, défendre le pays par rapport à cette mafia de la FIFA, de la CAN. Oui, mais les sanctions n'ont pas été encore prises. Il faut anticiper. Donc, ce qui signifie que certainement, les gens qui s'en occupent sont en train de réagir. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses. Mais je crois que c'est ça, d'ailleurs, je dirais tout à l'heure. Sur le narratif aujourd'hui, sur les plateaux de télévision en France, qui peut-être le Sénégal est la bête noire de la France, les journalistes français, certains chroniqueurs sont en train d'attaquer le Sénégal, de mettre en place des choses, d'essayer de nous culpabiliser. Je parle de ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez tout à l'heure, Mohamedou Dia a parlé de passions qui peuvent sortir. Je crois que c'est ça justement qu'il faut. De la démultiplication des narratifs autour d'un événement crée toujours des accidents de mémoire chez nous. C'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas avoir un événement si important sans qu'il n'y ait tout un narratif tout autour. On ne peut pas avoir vécu une finale telle pour qu'il n'y ait pas de narratif tout autour. Maintenant, quel est le narratif qui peut nous permettre de nous tranquilliser et de revenir à la raison, tout en sachant que, comme il l'a dit tout à l'heure, que dans le football, tout est possible. Tout à l'heure. Mais l'essentiel, c'est de revenir à l'élément qui clôt ce football, pour moi, qui est important et qui est le message le plus important, c'est d'être un homme devant toute adversité. Donc, il faut que ceux qui veulent traduire ou condamner le Sénégal aient des hommes devant eux pour défendre le Sénégal lui-même. Justement, comment anticiper sur tout ce narratif qui est en train d'être construit
par les médias mainstream au Maroc, par des médias aujourd'hui français. Parce que la France a peut-être en souvenir la Coupe du Monde 2002. Hein? Oui, mais justement pour la Coupe du Monde 2002, moi j'étais en France à l'époque. Et ça m'a trouvé, disons, la compétition m'a trouvé là-bas. Il faut quand même mettre en exergue un fait que j'ai vécu qui m'a même subjugué à l'époque. Le Sénégal bat la France. Bon, c'était un jubilé ici, il y a même des excès qui ont été faits, même au niveau politique le plus élevé. Et le peuple français, les Français, dans les cafés et ailleurs, arboraient des maillots de El Hadji Diouf. Et sur place, au Japon et en Corée où se déroulait la coupe, paraît-il que, je n'ai pas la preuve absolue, beaucoup de choses, la France avait prévu d'aller jusqu'en finale. Elle était l'équipe qui défendait sa coupe et qui a été éliminée. Après la défaite contre le Sénégal, elle a subi des défaites successives qui ont annihilé le moral, disons, pour des Zidane et autres. Et finalement, ils ont été éliminés avant l'heure, entre guillemets, et ont donné tout le matériel, enfin beaucoup de matériel qu'ils avaient au Sénégal. Donc la défaite n'a pas sapé les relations entre le Sénégal et la France. A fortiori, donc on ne devrait pas saper les relations entre le Maroc et le Sénégal qui sont plus profondes du point de vue religieux en tout cas. Et on va vers le Ramadan. Pourquoi vers le Ramadan? C'est important parce que le Maroc, le roi du Maroc est commandeur des croyants. Et invite des oulémas de tous les pays, et notamment du Sénégal, à aller là-bas pendant tout le mois de Ramadan et à faire des prêches publiques. Et donc ça, c'est un respect extraordinaire par rapport à une famille qui est une famille chérifienne, descendante du prophète de l'islam. Et le Sénégal a toujours participé de manière extraordinaire donc à ce rendez-vous des conférences du Ramadan au Maroc. Et ce sera un moment qui va permettre aussi d'apaiser et de montrer la profondeur et des relations qui dépassent le football. Le football doit unir et non pas diviser les gens. Parce que on se chamaille et on se donne rendez-vous à la prochaine étape. Ce sera une autre équipe qui va gagner ou pas, etc. Mais la vie continue. Là, tout le monde doit se focaliser maintenant sur la Coupe du Monde. Mais le football, c'est une industrie. Voilà. C'est une industrie aussi. Hein? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. L'industrie et l'argent corrompent tout de suite. Et d'ailleurs, c'est très important ici de rappeler l'article qu'a sorti Darren Lewins, ce journaliste sportif britannique, qui a attaqué les médias occidentaux en disant que ils veulent, à partir de ces incidents-là, blâmer toute l'Afrique, le football africain, etc. Parce qu'ils sont dérangés justement par ça. Ils ont déjà obtenu une première victoire. La CAN ne va plus être biannuelle, mais aura lieu tous les 4 ans à partir de, je crois, la prochaine fois. Et pourquoi? Pour ne pas gêner les championnats européens qui emploient des joueurs africains et qui, en partant en masse, dépeuplent ces championnats-là et pénalisent certains pays, certaines équipes. C'est une bataille économique. Voilà. Il y a toujours la bataille économique dedans. C'est ça la bataille économique. Mais cette bataille, c'est qu'eux, ils ont payé quand même des joueurs pour jouer pour eux. Et que si ces joueurs quittent massivement, les équipes s'effondrent. Et c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs dans les championnats anglais et autres championnats en Europe. Mais aussi maintenant en Arabie Saoudite aussi, où il y a tous les joueurs qui se recyclent là-bas. Et c'est devenu un phénomène mondial. Mais ce qui prime, c'est l'argent. C'est dans le capitalisme est amoral. Elle n'est ni immorale, elle est amorale. Elle n'a rien à voir avec la morale. Le Dieu là-bas, c'est l'argent. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux économiques. L'industrie du football qui rapporte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on arrive à faire changer Motsepe, le calendrier, parce qu'Infantino le veut, les clubs sont derrière, ont beaucoup d'argent. Oui, il l'a dit tout à l'heure. Mais il faut revenir sur peut-être quelque chose qui est aussi un peu préoccupant. Et pourtant, durant cette CAN, nous avons aussi appris de l'histoire et de la mémoire. Il faut se rappeler de ce supporter de RDC, pas l'arbitre, le supporter de RDC qui est resté quand même le sosie de Lumumba. En 90 minutes, on a su qu'en 90 minutes de football, on peut faire aussi 90 minutes de mémoire historique, en restant immobile. Et il y a autre chose. Après cette CAN, on a eu aussi des stigmatisations qui sont nées et en blâmant l'Afrique.
je crois que c'est à ce moment-là aussi, il y a quelque chose qu'il faut reprendre en main. Je ne sais pas si je dois l'appeler notre africanité doit se reprendre en main, puisque nous ne sommes plus un continent africain qui ne sait pas jouer au football. Et que nous ne ressemblons pas aux autres qui jouent au football. Puisque les Marocains sont proches des autres, mais nous sommes loin des autres et loin d'eux. Et c'est ça qui est un peu gênant à l'intérieur de ce qui se passe dans cette CAN. Si on doit revoir les stigmatisations entre nous, entre pays africains, à travers le football, c'est qu'il y a un problème de prise en charge et de prise en compte de ces évolutions que nous avons connues à l'intérieur de nos consciences nous-mêmes. Et à l'intérieur de cette histoire que vous avez rappelée, peut-être le mois de Ramadan, ce sera encore des conférences organisées par des Sénégalais au Maroc. Mais est-ce que cela pèse réellement sur l'esprit ambiant, populaire, qui est directement connecté à la réalité du XXIe siècle. D'où la question de l'éducation dont il parle. Mais justement, Oui, c'est ça. oui, C'est que ces jeunes ne sont pas éduqués. Oui, C'est ça le problème. Ils ne connaissent même pas cette mémoire historique dont on parle. Oui, mais justement, comment essayer de, à l'intérieur, par exemple, des écoles de football, est-ce qu'on peut introduire l'enseignement de choses qui ne sont pas... C'est ce qu'il faut. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire accompagner l'enseignement du sport par un enseignement aussi de philosophie, de compréhension du monde. Parce que la géopolitique pèse. Et d'ailleurs, ce manque d'éducation de ces jeunes-là est un danger. Oui. Pour les relations avec l'ensemble des pays de la planète d'ailleurs. C'est clair. Et par exemple, dans le cas du Maroc, il y a beaucoup de Sénégalais maintenant au Maroc. Oui. Parce qu'il n'y a pas de visa. Ça, c'est, Et la réalité est que, en tout cas, moi, le Maroc que je connais, c'est un Maroc où les Sénégalais sont aimés. Non pas seulement accueillis, mais aimés. Oui. Je vous dis que j'ai quand même fait beaucoup travaillent dans le centre d'appel. Voilà, les dans le centre d'appel. Et maintenant, le journalisme, il y a une délocalisation de centre d'appel au Maroc. Et pour les restaurants. Voilà. Et ensuite, et surtout, pour y aller, les gens n'ont même plus besoin d'avion. Oui. Il y a des bus qui y vont. Oui. Et donc, ça, cette massification de la présence sénégalaise sur place. Mais avec la CAN, ils ont instauré des visas. Hein. Oui, mais ça, c'était exceptionnel. Parce que c'est la CAN. Parce que les gens venaient de toute l'Afrique. Oui. Mais pour les Sénégalais, ils n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc en temps normal. Oui. Donc, ça aussi, on doit le sauvegarder. Et on doit tout faire pour que les relations sénégalo-marocaines restent ce qu'elles ont toujours été, des relations fraternelles. Point final à l'émission. Merci infiniment à Mohamedou Dia, philosophe et écrivain journaliste. Merci infiniment à Abdrahmane Gaïdé, qui est enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la technique, Birane Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nañuy xeexal ñu lay xeex